Bonjour à tout le monde. Nous sommes heureux de vous accueillir avec Diane Delamarre pour cette session de rencontre avec un ancien de l'ISE. Nous allons commencer dans un instant, le temps que tout le monde se connecte. Vous pouvez d'ores et déjà utiliser l'interface des questions si vous le souhaitez pour nous indiquer peut-être les questions que vous avez et pour qu'on oriente notre discussion plus précisément. Et si vous n'avez pas encore de questions, vous pourrez l'utiliser dans le déroulé de cette présentation que nous allons faire, qui va durer 1 heure et qui nous permettra de mieux comprendre le profil, le parcours métier de Diane Delamarre. Donc, on attend encore 1 minute avant de commencer vraiment les questions. Je vois que les gens arrivent progressivement. Merci à toutes et tous d'être là pour cet échange. Très bien. Écoutez, on va pouvoir commencer. Je vois que les personnes continuent d'arriver sur cette session d'information rencontre avec un ancien de l'ISE. Nous allons pouvoir commencer. Donc, je me présente au passage, je suis Corentin de Montmarin, je suis directeur pédagogique, je suis aussi responsable de la relation avec les anciens pour l'ISE. Sachez qu'à l'ISE, on a une plateforme ancien qui nous permet de garder le contact, qui nous permet aussi de mener nos enquêtes d'insertion, qui sont des moments importants pour démontrer que nos formations contribuent à l'insertion professionnelle de nos formés, des personnes qui sont passées chez nous en formation, quelle que soit cette formation. Et donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Diane Delamarre pour cette question. Diane, est-ce que tu peux te présenter pour commencer? Oui, bonjour à tous. Donc je m'appelle effectivement, Diane Delamarre. Donc moi, j'ai obtenu mon master 2 à l'Institut supérieur de l'environnement en 2020 et aujourd'hui, je travaille au sein d'un groupe qui s'appelle CBRE, et je suis responsable du pôle, transactions et construction, durable depuis maintenant janvier 2022. Super. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours académique? Oui, du coup, je vais reprendre un petit peu depuis le début. Après le bac, moi, je suis partie à la fac de droit, donc j'ai fait une licence en droit assez général, donc pendant 3 ans. Ensuite, j'ai fait un master 1 en droit public et ensuite, j'ai voulu justement aller un petit peu plus vers tout ce qui était développement durable. Donc, j'ai fait un premier master 2 en analyse économique et gouvernance des risques. Donc, c'est un nom un peu complexe, mais c'était globalement sur la gestion des territoires. Et c'est là où j'ai fait ma première année d'alternance au sein justement de SNCF Gare et Connexion et où j'ai donc travaillé sur tout ce qui était certification durable des bâtiments. Et j'ai voulu donc continuer avec une deuxième année d'alternance, continuer à me spécialiser dans le développement durable. Et donc, j'ai fait un second master 2 à l'ISE, justement, pour pouvoir voilà, développer toutes mes compétences développement durable de façon un peu plus précise. Et donc, j'ai fait une deuxième année d'alternance, toujours au même poste, chez SNCF Gare et Connexion, et la certification du bâtiment à ce moment-là. Effectivement, SNCF Gare et Connexion, qui est toujours un grand pourvoyeur d'alternance et de stages à l'ISE encore aujourd'hui. Donc, la tradition se perpétue. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton métier actuel, du coup, la structure, tes principales missions? Alors aujourd'hui, donc je vais d'abord peut-être présenter un peu CBRE. Donc c'est une très grosse entreprise qui est du coup le leader mondial de l'immobilier, puisque c'est une entreprise dont le siège est aux États-Unis. Donc vraiment une très très grosse entreprise avec des sièges un peu dans chaque pays dans le monde aujourd'hui. Et donc moi, je travaille au sein de CBRE France, qui est déjà une belle entité. Et au sein de CBRE France, je travaille dans le service développement durable. CBRE, donc c'est de l'immobilier d'entreprise, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir un petit peu justement tous les métiers liés à l'immobilier.
avec tout ce qui va être transaction de bureaux, mais aussi la construction justement d'immeubles, l'exploitation, etc. Et donc nous, en termes de développement durable, justement, on va venir travailler à tous ces moments-là de la chaîne de valeur de l'immobilier, donc aussi bien lorsqu'on va construire un immeuble, aussi bien lorsqu'on va justement l'exploiter, ou quand il va être vendu justement à un autre propriétaire. On va aussi venir accompagner les locataires. Donc voilà, ça fait une belle entreprise, et au sein du service développement durable, on est 30 personnes en France, avec la majorité justement des consultants à Paris, mais également quelques personnes en région, puisqu'on a la chance d'avoir des bureaux un peu partout en France. Et du coup, pardon, mais sur mon métier, moi, actuel, au sein de ce service et de cette entreprise, donc comme je disais, c'est responsable transaction et construction durable. Donc c'est un nom un peu parfois compliqué, mais pour être plus précis, justement, ça va être d'être en charge de tout ce qui va être les certifications en construction ou en rénovation d'un bâtiment. Tout ce qui va être également ce qu'on appelle des due diligence ESG. Donc on va venir évaluer les caractéristiques d'un immeuble justement lors d'une transaction, et puis tout ce qui va être risque climatique. Super. Et plus concrètement, comment quel est ton quotidien dans ces différentes missions? Et c'est quoi les moments clés, les compétences auxquelles tu dois faire appel dans ces missions? Alors du coup, je vais essayer de faire avec les trois typologies de missions sur lesquelles je travaille, parce qu'elles vont être quand même un peu différentes. Donc justement, sur tout ce qui est certification, donc on va venir travailler à la fois dès la conception vraiment d'un immeuble. Donc on va venir travailler avec les architectes, avec le maître d'ouvrage, donc qui est le donneur d'ordre lors de la construction, qui sera potentiellement le futur propriétaire. Et on va justement venir leur dire, bah voilà, le référentiel nous indique qu'il faut respecter tel critère pour avoir un certain niveau, pour avoir le certificat attestant du fait que l'immeuble, justement, est vertueux en termes de développement durable. Et donc, on va venir les accompagner à la fois sur tout ce qui va être la performance énergétique. Et donc là, moi, comme vous avez compris, j'ai pas une formation spécifique, ingénieur, etc. Mais c'est pas grave, on a une équipe pluridisciplinaire, et justement, il y a des ingénieurs, des thermiciens dans mon équipe, et ce qui permet que voilà, nous, on puisse accompagner le client, même sur des aspects très techniques, puisque justement, on a les personnes compétentes au sein de l'équipe. On va également venir conseiller sur tout ce qui est l'aspect carbone, mais également sur tout ce qui va être gestion de l'eau, la qualité de l'air, la biodiversité également. Donc voilà, les certifications, on en a plusieurs, notamment par exemple le BREEAM, le HQE, qui vont être très généralistes et qui vont venir toucher un petit peu à toutes les thématiques liées au développement durable et à un immeuble, que ce soit un immeuble de bureau, que ce soit un entrepôt logistique, que ce soit un hôpital ou une école, etc. C'est vraiment pour toutes les typologies de bâtiments. On a également des labels qui vont être beaucoup plus précis, où là, on va venir accompagner notre client vraiment que sur un aspect spécifique, par exemple la biodiversité, et donc on va mettre le curseur un petit peu plus haut sur cet aspect-là. Et en tout cas, voilà, on va venir leur donner un peu tous nos conseils pour atteindre le meilleur niveau possible et réalisable sur leur bâtiment. Et ensuite, on va les accompagner donc, dans tout ce qui va être les plans, le choix des matériaux dans le bâtiment, mais également ensuite lors de la phase travaux, où on va venir justement voir que voilà, c'est ce qu'on appelle un chantier propre. Donc on va suivre les consommations d'eau et d'énergie, parce que c'est bien d'avoir un bâtiment qui soit vertueux à la fin, mais il faut aussi qu'on arrive à être vertueux lors du processus de construction ou de rénovation. On va venir regarder aussi toute la partie déchets, à la fois réduire un petit peu les déchets qu'on pourrait émettre sur le bâtiment, également voir si on peut faire du réemploi, et puis les déchets qui seront quand même créés, voir justement vers quelle filière on peut les orienter. Et donc notre rôle, c'est vraiment d'aider un maximum justement tous les acteurs en fait de la construction, de la rénovation de ce bâtiment, pour avoir la démarche la plus vertueuse possible, et ensuite obtenir donc le certificat.
Donc ça, c'est vraiment la partie certification. Moi, je suis plus sur les certifications en construction et rénovation, mais on le fait également pour des bâtiments qu'on dit en exploitation, donc une fois qu'ils sont déjà construits, voilà. Et puis, dedans, on a par exemple une entreprise quelconque, mais qui a envie justement de s'améliorer sur le plan environnemental. Et donc, on va venir les accompagner justement, pareil, dans tout ce qui est l'exploitation du bâtiment et comment mieux gérer leur consommation d'eau, d'électricité, la gestion des déchets, etc., pour justement les occupants au quotidien du bâtiment. Évidemment, c'est lié, si on les accompagne en construction et rénovation, on peut aussi les accompagner en exploitation par la suite, et on a un bâtiment qui est vertueux sur, on va dire, toute sa chaîne de valeur. Donc ça, c'est vraiment la partie certification sur laquelle on travaille quand même beaucoup. Et ensuite, on fait donc ce qu'on appelle des due diligence ESG. Donc là, c'est sur un bâtiment en général déjà existant, et on va venir accompagner soit l'acheteur, soit le vendeur du bâtiment. Donc, dans l'immobilier d'entreprise, ça peut être voilà, des gros investisseurs institutionnels, des banques ou des assurances qui détiennent des immeubles voilà, pour faire fructifier l'argent. Mais ça peut aussi être parfois des plus petits propriétaires qui ont quelques immeubles. Et là, on va venir regarder tout d'abord si le bâtiment correspond bien aux réglementations environnementales en vigueur. Et ça, aujourd'hui, on en a de plus en plus, donc on a de plus en plus de choses à regarder. Et on va également venir évaluer ses performances assez globales en termes d'environnement, en termes social également, et de gouvernance. Donc, c'est-à-dire qu'on va aller étudier le bâtiment et dire, bon, bah, sur le plan énergétique, il est plutôt bon. Sur le plan carbone, je sais pas, il n'est pas bon parce qu'il marche avec du fioul ou du gaz. Sur le plan biodiversité, il y a tel pourcentage qui est de la parcelle qui est végétalisée, donc c'est plutôt bien. On va venir regarder tous ces critères-là. On va faire un rapport. Sur le plan social, on peut également avoir tout ce qui va être les mobilités douces, l'accès au transport en commun par rapport au bâtiment, si on va avoir justement des équipements pour le bien-être des occupants. Et puis, sur la partie gouvernance, là, on sera aussi un petit peu sur tous les contrats qui vont être conclus avec les différents prestataires au sein du bâtiment, toute la chaîne d'approvisionnement, etc. Et ça nous permet de dire, voilà, quel est l'état actuel du bâtiment, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer, par exemple, si on est côté vendeur, sa valeur sur le marché. Et donc, on leur fait des recommandations avec, par exemple, quelques travaux ou quelques petites choses à changer, et de se dire, voilà, si on fait telle ou telle chose, le bâtiment, il vaudra un petit peu plus cher, et donc on pourra le vendre plus cher. Et si on est côté acheteur, là, on va plutôt leur dire, attention, là, il n'est pas réglementaire, il n'est pas conforme avec telle réglementation. Donc, il faudra bien le prendre en compte une fois que vous l'aurez acheté pour le mettre en conformité. Et donc, on vient faire toutes ces recommandations-là. Et on va également venir étudier donc, tout ce qui est attrait au risque climatique. Et ça, on l'a de plus en plus aujourd'hui. Et là, pareil, sur toutes justement les phases de vie du bâtiment que j'ai pu vous dire, que ce soit quand on va construire un bâtiment, on va venir étudier forcément les risques climatiques pour être sûr que c'est une bonne idée de le construire là. Et puis après, pareil, on va regarder est-ce que ça pourra avoir des impacts futurs. Et on va venir à la fois regarder si le bâtiment est soumis à des risques climatiques, mais également s'il est particulièrement vulnérable à ces risques climatiques-là. Donc, par exemple, si on a un bâtiment, on sait qu'il y a souvent des grosses vagues de chaleur, qu'il peut faire 40, voire 45, on va venir regarder si le bâtiment, par exemple, a des protections solaires extérieures, s'il va être à proximité d'une forêt, d'un point d'eau, et on va dire, OK, il y aura un peu moins cet effet d'îlot de chaleur. La vague de chaleur pourra être un peu plus contrée parce qu'on a mis telle ou telle chose en place. Et pareil, on va venir faire des recommandations à nos clients. Donc voilà, les missions, c'est vraiment, on est une entreprise de conseil, on fait du conseil. Donc au quotidien, on est là pour justement pouvoir aider tous les acteurs de l'immobilier à pouvoir être en conformité avec les réglementations environnementales actuelles, et également à pouvoir améliorer leurs actifs sur ces points-là.
Merci, c'est passionnant. Je vois que certains nous ont rejoints en cours de route, on est toujours avec Diane Delamarre, ancienne de l'ISE, promo 2020, une promo où à l'époque on n'avait pas encore le parcours qu'on appelle aujourd'hui bâtiment durable, mais toutes ces promotions précédentes ont contribué à forger notre conviction que c'était vraiment intéressant de préparer nos apprenants, nos diplômés à la spécificité de ce métier. Ça fait, je pense, plus de 15 ans qu'on a des anciens qui vont travailler dans ces secteurs. Moi, j'ai une ancienne avec qui j'échange beaucoup, qui est sortie en 2009 et qui déjà est rentrée dans ce secteur-là et a beaucoup contribué, enfin, les anciens de l'ISE, beaucoup contribué à définir aussi certains standards dans ce secteur. Je pense à Cédric Nicard, qui aussi est un membre de CBRE. Donc on travaille, voilà, on réfléchit aujourd'hui avec Diane Delamarre sur ce métier, ce que ça apporte, quelles sont les missions. Et donc on va continuer encore pendant quelques instants, quelques minutes. Vous avez toujours la possibilité de poser vos questions aussi. Si ça vous intéresse, je vois que vous êtes nombreux et nombreux à nous avoir rejoints. Et notamment, je vois des actuels apprenants, des anciens apprenants. N'hésitez pas à nous partager vos réflexions sur le sujet, à vos questionnements. Qu'est-ce qui te plaît le plus, Diane, dans ce métier? Je crois que ce qui me plaît le plus, c'est justement de pas, c'est qu'on touche à beaucoup de choses. On peut dire que c'est très précis, de faire, voilà, du conseil, en immobilier, développement durable, qu'on va un peu faire, toujours la même chose. Mais au contraire, déjà ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de bâtiments, différents et quand on va aller visiter, je sais pas, un entrepôt, logistique, il fonctionne d'une certaine façon, il y a certaines spécificités et après on va aller visiter, des bureaux sur les Champs-Élysées, ça fonctionne de façon très différente et c'est très différent. Donc on va déjà avoir voilà, plein de bâtiments différents et c'est super, super intéressant. Les missions aussi vont être assez différentes puisque du coup elles vont s'adapter aux besoins des clients. Et comme je disais, on peut avoir des clients qui sont des gros institutionnels de l'immobilier et parfois on va avoir en fait des entreprises très familiales qui vont aussi avoir d'autres attentes, qui vont être moins au fait parfois des grandes réglementations européennes ou françaises. Et on va avoir un travail beaucoup plus pédagogique qu'avec des institutionnels. Et puis, voilà, les missions ne se ressemblent pas et en plus, ça évolue. C'est la chance qu'on a, c'est que tous les ans, il y a un peu une nouvelle réglementation ou alors les réglementations déjà en place vont justement évoluer, vont changer. Donc nous, on a besoin de se former dessus en permanence. Et du coup, c'est quand même intellectuellement assez sympa de se dire que voilà, ça évolue, qu'il faut qu'on évolue avec et qu'il y a toujours des choses un petit peu nouvelles à faire. Et donc, je crois que c'est ça qui me plaît le plus, c'est qu'effectivement, peu de projets se ressemblent tant que ça. Et donc, le quotidien est assez différent tous les jours et c'est sympa. Oui, et cette diversité d'acteurs aussi, diversité de thématiques abordées, la nécessité de faire parler ensemble des acteurs aussi divers, ça fait partie des choses qu'on essaie de réfléchir dans notre pédagogie aujourd'hui sur cette formation en bâtiment durable. Mais c'est quelque chose qui ressort très souvent dans les discussions là-dessus sur les spécificités de ce secteur. C'est cette grande diversité. Euh, Quelle est finalement la finalité de tes projets? Comment est-ce que tu sais si tu as réussi? À quel moment est-ce que tu te satisfais de ce que tu as fait aussi? Alors, je crois que bah, les finalités peuvent être très, très différentes justement d'un acteur à l'autre. On va avoir justement des missions où on va mettre le curseur très haut et donc ça va être beaucoup plus challengeant, mais au final, on sera d'autant plus content à la fin puisque justement, on aura fait quelque chose d'assez différenciant qui change, etc. Et donc, c'est toujours sympa de se dire que voilà, la finalité était vraiment d'améliorer le bâtiment, d'améliorer, ne serait-ce parfois même que d'avoir énormément réduit les consommations d'énergie, de carbone. Et on est content quand ça fonctionne. Pareil sur les due diligence, quand bah, justement on a une transaction où il y a des choses qui sont mises en place pour améliorer l'actif.
que justement les recommandations qu'on a faites sont prises en compte, pareil, on est toujours content. Et je pense que la finalité, c'est vraiment de pouvoir conseiller aussi un petit peu au-delà de la réglementation. C'est-à-dire qu'on est là pour dire, d'accord, la réglementation, c'est ça, donc voilà ce qu'il faut pour être conforme. Mais si on arrive à aller justement plus loin, à trouver quelque chose qui puisse aussi lier deux thématiques, je pense que la finalité, elle est aussi là de, voilà, de faire quelque chose qui soit entendable pour notre client, raisonnable d'un point de vue financier, puisque c'est toujours un peu aussi le nerf de la guerre, mais de dire, voilà, on a réussi à lier deux enjeux. Si je pense par exemple à tout ce qui va être biodiversité et énergie, quand on arrive à voilà, faire vraiment du bioclimatique, on est super content, puisque du coup, on a réussi à justement pousser un peu le curseur, parfois faire quelque chose d'innovant. Et je pense que la finalité, c'est surtout ça, c'est de dire à la fin que ça a servi à quelque chose, que ça va dans le bon sens, ce qu'on a fait, et c'est là qu'on est satisfait. Super. Il y a une question dans le chat de Fanny Hage. Merci pour cette description assez précise de votre rôle. Qui sont les concurrents de CBRE? Alors, c'est très compliqué puisque CBRE, en tant que tel, sur le marché, on va avoir d'autres acteurs comme, je pense, voilà, JLL qui va être le plus connu sur la transaction. Ensuite, si on parle de tout ce qui va être l'exploitation des bâtiments, donc plus le property management, ça va être par exemple BNP qui va être un concurrent. Et si on parle vraiment de développement durable, nous, nos concurrents, ça va être plutôt des bureaux d'études, puisqu'au final, on est un bureau d'études intégré à CBRE. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais on va travailler à la fois pour nos collègues de CBRE quand ils ont besoin de nous, mais aussi pour des clients complètement, on va dire, détachés de CBRE. Et donc là, ça va être d'autres cabinets de bureaux d'études qui vont être nos concurrents. Et soit des gros bureaux d'études sur tout ce qui est parisien, on va dire, et en région, on se rend compte que c'est plutôt des bureaux d'études locaux qui vont être nos concurrents. Voilà, ça dépend à quelle échelle, mais en tout cas, nous, le service développement durable, ça va plutôt être des bureaux d'études. Mhm. Il y a pas d'autres structures qui aient le même périmètre justement avec ces différentes échelles? Non. Non, et ça, c'est vrai que c'est notre force, puisque justement, les concurrents, on va dire les gros concurrents historiques de CBRE, conseil immobilier, aujourd'hui, ils ont parfois une ou deux personnes dédiées au développement durable, mais ils n'ont pas une équipe de 30 personnes dédiées au développement durable. Et donc, c'est là où c'est notre force. Superbe, très clair. Une autre question de Christelle Waro. Merci pour la clarté de votre présentation. Y a-t-il un suivi dans le temps de projets en fonction d'éléments, d'environnements nouveaux, par exemple adaptation aux canicules, de projets réalisés dans une optique carbone, consommation énergétique, etc. Alors effectivement, donc on a différentes échelles, on va dire, de temps. En général, un projet qui va être, par exemple, certifié en construction ou en rénovation, soit parfois la mission s'arrête une fois qu'on a eu le certificat, soit parfois on va justement continuer avec donc la certification en exploitation. Et là, c'est des cycles de 3 à 5 ans. Et donc là, on va vraiment suivre l'évolution des différents critères qu'on a mis et dans une démarche d'amélioration continue. Pareil, parfois, on a des clients qui vont nous mandater pour 3, 4, 5 ans sur leur portefeuille justement d'actifs immobiliers, donc de bâtiments. Et on va suivre des indicateurs un petit peu tous les ans, voir justement ce qui a évolué, etc., faire du reporting. Et avec les réglementations environnementales, on a aussi ce suivi-là puisque du coup, il y a une réglementation peut-être je déborde un peu de la question, mais une réglementation importante aujourd'hui dans le secteur du bâtiment, c'est le décret tertiaire, et où en fait, on demande aux bâtiments tertiaires de réduire leur consommation de 40% par rapport à une année de référence en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050. Donc, il faut suivre ces consommations d'énergie-là. Nous, on fait des préconisations pour les aider à atteindre ces réductions de consommation. Et c'est vrai que là, on va avoir un suivi dans le temps, justement, pour réduire ces consommations-là, plus pour atteindre parfois une trajectoire net zéro carbone, qui, pareil, va être plutôt sur une échéance 2040. On va les aider donc à réduire l'impact carbone de leur bâtiment. Et comme c'est pour 2040, forcément, nous, on leur a fait un plan d'action jusqu'en 2040. Et donc, on va les accompagner jusqu'à ce moment-là.
Et je pense qu'effectivement, c'est intéressant de voir les contraintes réglementaires. On en parlera tout à l'heure. On a Léonard Gicoloum à qui je vais activer le micro parce qu'il a levé la main. Léonard, est-ce que vous arrivez à nous poser votre question? Alors, pour l'instant, on ne vous entend pas. Ce que je vous propose du coup, Léonard, c'est peut-être de poser la question via l'interface de questions ou le chat éventuellement, selon l'interface la plus simple pour vous. Ah, là j'ai entendu quelque Allô, chose. vous me recevez maintenant? Oui, on vous reçoit. Ok, je dis, je viens de prendre le train en marche, donc je ne sais pas comment je peux pouvoir vraiment me mettre dans la même longueur donc ceux qui étaient présents. Et merci également pour les organisateurs. Et en ce moment, moi, je suis un ingénieur en génie civil et la question de l'environnement me tient vraiment à cœur. Et j'aimerais à la longue me baigner à plein temps dedans. Donc, je ne sais pas si est-ce que j'ai d'autres questions. Euh, Surtout, si vous pouvez me donner un petit peu des orientations, en plus de peut-être la présentation. Donc, je n'ai pas bien cerné, en fait, le concept. Alors, ce que vous aimeriez avoir, c'est des possibilités d'orientation, savoir quelles seraient les possibilités pour vous. Vous êtes ingénieur en génie civil et vous êtes intéressé par les questions du bâtiment durable, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. D'accord. Eh bien, Diane, est-ce que tu aurais des éclairages à apporter? Oui, oui, oui. Effectivement, nous, enfin, ingénieurs en génie civil, on a beaucoup d'ingénieurs dans nos équipes. Alors soit parfois, ils ont fait directement la spécialisation lors de leurs études, mais il y a aussi aujourd'hui, enfin, on remarque en tout cas qu'il y a pas mal de réorientation, justement avec, enfin réorientation, c'est pas une réorientation, de spécialisation post-diplôme, pour justement venir approfondir ces questions-là et ensuite venir travailler plutôt en tant qu'ingénieur justement, soit thermicien, ingénieur développement durable et vraiment venir se spécialiser sur tout ce qui va être justement des calculs sur les performances notamment énergétiques et carbone. Super. On a une autre question de Noémie Coquio-Morin. Bonjour Diane, pouvez-vous nous nommer les noms, nous donner les noms ou des exemples de ces certificats que votre entreprise délivre? Oui, alors effectivement, en certification, donc nous, on fait beaucoup, c'est ce qu'il y a le plus aujourd'hui sur le marché, c'est les certifications BREEAM, donc BREEAM News, New Construction et Refurbishment, donc à la fois voilà, pour les nouvelles constructions et la rénovation, et également pour l'exploitation. Ensuite, on fait du HQE. Ça, c'est une certification vraiment française relative au bâtiment. Et là, pareil, on peut le faire en construction, rénovation ou exploitation. On a également du LEED. Ce n'est pas la certification la plus répandue en France ou en Europe, mais c'est une certification qui vient des États-Unis. Et comme nous, on est une entreprise où le siège est aux États-Unis, on a aussi des clients historiques CBRE voilà, avec qui on travaille, qui font cette certification-là. Et ensuite, on fait également un peu de WELL, qui est là une certification plutôt basée sur le bien-être. On fait également le label Biodiversity, puisqu'on a une écologue au sein de notre équipe, qui vient d'ailleurs également de l'ISE, qui a fait l'ISE et qui aujourd'hui est écologue au sein de CBRE. Elle fait les certifications donc, relatives vraiment à la biodiversité. Et on va faire des labels, notamment BBC et BBCA, et où là, justement, voilà, c'est des labels vraiment très spécifiques carbone. Et j'espère que j'en ai pas oublié. Mais c'est les principaux qu'on fait. C'est les principaux qu'on fait. Et on fait, pardon, un peu de Wirescore, qui est un label dédié à la connectivité du bâtiment. Donc là, qui n'est pas très axé développement durable, mais c'est vrai que souvent, on l'intègre quand même parce que voilà, on sait le faire et que c'est dans une démarche de certification. Donc, c'est plus facile que ce soit notre équipe qui le fasse. Ok. Super, on va continuer dans le déroulé
nos questionnements. Il y a une autre question que pour l'instant, enfin dans le chat, dans l'interface de questions, une question que je garde peut-être pour un peu plus tard sur les prérequis pour rentrer dans la formation que nous proposons. Mais n'hésitez pas à continuer à poser vos questions et toutes les questions d'orientation ou de choix de formation, on pourra prendre un temps à la fin pour y répondre. Et puis sur les questions de fond par rapport au métier de Diane, n'hésitez pas aussi à les poser. On continue notre cheminement, nos réflexions. Concrètement, qu'est-ce que tu fais pour limiter les impacts sur l'environnement à travers ton métier? Alors effectivement, je pense que nous, en soi, ce qu'on va le plus justement conseiller, ça va être de réduire notamment les consommations d'énergie. Et tout ça, ça entraîne réduction des consommations de gaz à effet de serre, avoir un mix énergétique aussi plus propre, puisque le but, c'est on appelle ça décarboner, en gros, le bâtiment. Donc voilà, d'avoir aussi plutôt des énergies renouvelables qui soient utilisées, soit produites et utilisées sur site, soit juste produites sur site, soit simplement utilisées. Et c'est aujourd'hui, on sait quand même un des plus gros impacts, c'est ces émissions carbone et gaz à effet de serre. Donc nous, ce qu'on fait le plus, c'est justement essayer de les réduire l'impact du bâtiment. Et également, réduire l'impact du bâtiment, ça veut dire réduire sa production de déchets. Et on sait qu'un bâtiment en construction, c'est énormément de déchets, en rénovation aussi. Et on va également venir essayer de réduire tout ce qui va être l'impact sur la biodiversité, réduire également les consommations d'eau, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément là où on a le plus de réglementation dans le bâtiment, mais on sait que ça devient une problématique. Et donc, c'est vraiment, je pense, voilà, la finalité de notre métier, c'est vraiment de réduire l'impact du bâtiment sur l'environnement. Et aujourd'hui, on sait que le bâtiment, c'est un très, très gros impact, que ce soit les bâtiments de bureaux ou les bâtiments, les maisons individuelles, etc. À la fois, quand on construit, c'est beaucoup de béton, etc. Donc, ça consomme beaucoup de ressources. L'énergie, clairement, ça consomme énormément d'énergie aussi. Et donc, c'est vraiment ce qu'on essaye de venir faire au quotidien. Oui, ça a été d'ailleurs l'objet d'une conférence qu'on avait animée sur notre réseau des anciens, dont l'intitulé un peu provocateur était comment le bâtiment peut sauver le monde. Mais l'idée, c'était de noter que à la fois le bâtiment est très consommateur, a beaucoup d'impact, mais c'est aussi un des secteurs sur lesquels on a le plus de leviers d'action pour réduire ces impacts. Et donc, au niveau, par exemple, français, c'est un des secteurs sur lesquels les politiques publiques agissent le plus pour essayer de réduire l'empreinte environnementale du pays. Donc, c'est intéressant de le rappeler et de dire que du coup, on a besoin de talents, on a besoin de personnes qui aillent dans ce secteur pour contribuer à tout ça. Quelles sont les tendances actuelles du secteur, justement, les évolutions, les réglementations, les besoins? Alors effectivement, on a de plus en plus de réglementations sur ce secteur. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a à la fois le décret tertiaire. Aujourd'hui, c'est nous un peu le nerf de la guerre. Les entreprises doivent respecter cette obligation de réduire quand même assez drastiquement leur consommation. Donc, forcément, on doit trouver un petit peu toutes les pistes d'amélioration pour atteindre cette réduction de consommation. On a également, comme je disais, le net zéro carbone. Donc, il va falloir atteindre cette neutralité carbone. Et donc ça, on le voit à la fois donc en exploitation, où on va venir faire des travaux d'amélioration dans les bâtiments, mais également à la construction, puisqu'on a justement des réglementations spécifiques en construction, en rénovation, donc les réglementations thermiques. On avait avant la RT 2012. Aujourd'hui, c'est la réglementation environnementale, la RE 2020, et qui va venir nous demander de respecter justement certains seuils, par exemple d'émissions de carbone à la construction, également certains seuils de future consommation. C'est-à-dire que quand on construit un bâtiment, on doit justement respecter, lorsqu'on dimensionne tout ce qui va être le refroidissement, enfin la climatisation, le chauffage, la ventilation, etc. On ne doit pas dépasser certaines consommations. Donc, il faut trouver les bonnes solutions.
et tout en justement s'adaptant, comme on disait, aux risques climatiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a aussi de plus en plus de climatisation parce qu'il fait de plus en plus chaud potentiellement l'été. Donc, il faut voilà, trouver le juste milieu, respecter un petit peu toutes les réglementations, à la fois sur tout ce qui va être l'étalement urbain aussi, qu'il va falloir essayer de ne pas développer, mais en même temps de ne pas forcément construire des choses démesurées. Enfin voilà, il faut toujours trouver ce juste milieu avec toutes les réglementations. Et c'est vrai que la tendance, c'est qu'il y ait de plus en plus d'encadrement, de plus en plus de réglementation, qu'elle s'affine aussi de plus en plus en fonction des évolutions, on va dire, malheureusement, du changement climatique, et où on va voir que voilà, le curseur va être placé un petit peu plus ou moins haut. Après, on n'est pas aussi à l'abri. Parfois, on a des réglementations qui vont être très ambitieuses, qui vont venir en place, et on se rend compte que le marché ne peut pas suivre. Je pense par exemple au photovoltaïque, où voilà, on a aussi une réglementation qui nous demande de mettre justement des panneaux photovoltaïques sur des ombrières de parking. Donc, vous en avez peut-être déjà vu, notamment sur les parkings de supermarchés ou de gares. Aujourd'hui, il y en a pas mal. Donc, ça fait des ombrières au-dessus des places de parking et c'est du photovoltaïque au-dessus. Et ça, c'est réglementaire. Ça doit être installé avec diverses échéances en fonction de la taille du parking, etc. Et également sur les nouveaux bâtiments de plus d'une certaine surface, on doit mettre des panneaux photovoltaïques en toiture. Donc ça faisait beaucoup de photovoltaïque, donc on soit beaucoup d'énergie renouvelable. Mais le problème, c'est qu'il faut aussi pouvoir fabriquer ces panneaux photovoltaïques, pouvoir les installer. Et il n'y a pas forcément assez de personnes dans la filière. C'est un peu goulot d'étranglement. Et donc, voilà, il y a un peu d'exemptions qui viennent pour que ça puisse se faire de façon plus facile, on va dire. Et donc voilà, de l'étaler différemment. Donc c'est un petit peu aussi ça les tendances, c'est de s'ajuster, parce que c'est des nouvelles réglementations, des nouveaux secteurs. Il y a aussi beaucoup d'innovation qui entre en jeu. On a par exemple le développement des data centers. Aujourd'hui, c'est un petit peu dur de faire une réduction des consommations, par exemple, sur un data center. Donc il faut trouver à chaque fois les curseurs, trouver à améliorer chaque typologie de bâtiment et faire en sorte que toute cette petite machine fonctionne bien. Donc la tendance du secteur, c'est d'évoluer, d'aller vers justement plus sûrement de réglementation environnementale. Mais parfois, voilà, on essaye, ça ne marche pas, donc on fait un peu différemment. Mais en tout cas, on ajuste le curseur un petit peu plus chaque année. Après, aujourd'hui, les entreprises sont aussi de plus en plus conscientes qu'il y a ces réglementations-là, que ça les aide à, elles, se valoriser, à valoriser aussi les bâtiments. Puisqu'aujourd'hui, un bâtiment qui répondrait à aucune réglementation et qui serait très loin de les respecter, plus personne n'a envie d'aller dedans parce qu'il y aura potentiellement une amende à la fin si on ne respecte pas les réglementations, parce qu'il y aura beaucoup de travaux à faire qui coûteront également très cher. Donc la tendance, elle est quand même d'aller vers ces réglementations, parfois en anticipant plus que ce n'était fait avant, et pour pouvoir justement valoriser ça. Et puis, justement, avec les catastrophes naturelles aussi qu'on peut observer, parfois de plus en plus nombreuses, il y a aussi beaucoup plus d'actions préventives qui sont faites. Donc voilà, toujours en amont, il y a plus d'anticipation en tout cas sur toutes ces thématiques développement durable sur les immeubles. Et en plus de ça, ça compte aussi de plus en plus un peu sur l'image. Donc, il y a toujours cette frontière avec le greenwashing qu'il ne faut pas dépasser, mais où les entreprises vont quand même communiquer sur ce qu'elles font, du coup, et non pas communiquer sur des choses qu'elles n'auraient pas réalisées. Mais voilà, de communiquer sur le fait d'être vertueux en termes de développement durable, aujourd'hui, ça devient un réel atout. Et ne serait-ce là que sur les 5 dernières années, on voit que ça évolue vraiment dans ce sens-là et qu'avant, par exemple, une certification, je vais parler par exemple Paris et région parisienne, une certification en construction ou en rénovation, c'était un plus, c'était sympa de l'avoir, ça permettait de valoriser un petit peu. Aujourd'hui, c'est quasiment obligatoire, entre guillemets, parce que sinon, personne n'a envie d'aller justement sur l'actif parce qu'il n'est pas certifié. On se demande pourquoi il ne l'est pas. Est-ce qu'il n'est vraiment pas bon en termes de développement durable? Donc, ça devient un petit peu des prérequis, on va dire, de marché, bien que ce ne soit pas réglementaire.
Super intéressant donc sur ces évolutions du métier, du secteur. Et à l'intérieur du métier, sur le poste, quelles sont les évolutions, déjà les évolutions que tu as pu connaître toi, et comment est-ce que tu vois autour de toi les possibilités d'évolution sur toutes les possibilités qui existent en termes salarial également? Alors c'est effectivement, c'est un métier où je pense qu'il y a quand même pas mal d'évolutions possibles parce que justement, c'est encore en plein développement. Enfin moi, pour vous donner un exemple, quand je suis arrivée chez CBRE il y a 4 ans, on était 5, aujourd'hui on est 30. Donc forcément, bah, quand l'équipe grossit, on évolue aussi. Il y a beaucoup d'entreprises justement qui, sont en train de créer ou d'étoffer leurs équipes et ça permet, bah, voilà, des belles évolutions et ça va continuer puisque de toute façon, c'est un métier assez nouveau. Donc il y a besoin justement de le développer. Et effectivement, on peut évoluer. C'est un métier aussi de conseil. Dans le conseil, on sait que, bah, voilà, on évolue, parce qu'on peut soit rester faire du conseil, soit on peut, bah, parfois aller travailler, justement, chez un client qui détient, lui, un parc, immobilier et donc là, c'est aussi une évolution puisqu'on change un peu de côté. On n'est plus le conseil, mais on est justement côté client. Donc il y a non, énormément d'évolutions, énormément aussi de spécialisations qui peuvent se faire petit à petit. Moi, au début, quand j'ai commencé, justement, voilà, même avant d'être chez CBRE, j'étais dans un bureau d'études tout corps d'État où je ne faisais par exemple que de la certification en construction et en rénovation. Et petit à petit, justement, bah, j'ai appris également d'autres parties sur ce métier de l'immobilier et ce qui m'a permis d'élargir aussi mon champ de compétences et de pouvoir toucher à d'autres missions. Pareil, voilà, j'ai pas fait ingénieur, mais on a aussi des ingénieurs qui au début, eux, font surtout bah, tout ce qui est vraiment très technique. Et en fait, ils découvrent qu'ils aiment aussi, par exemple, faire les risques climatiques et ils peuvent justement se former sur le terrain également sur les risques climatiques. C'est pas parce qu'on a une spécialité au début qu'on peut pas ensuite toucher à d'autres aspects du développement durable, de l'immobilier, aller voir d'autres choses. Et en plus, avec toutes les réglementations qui s'intensifient, on peut aussi devenir expert sur une nouveauté justement, et ce qui permet d'évoluer vers un certain poste, par exemple. Donc non, il y a plein d'évolutions possibles. Et ça, enfin, à la fois, moi, j'en ai fait l'expérience et j'ai pu bien évoluer au sein voilà, bah, pour l'instant, courte carrière, c'est le début, mais j'ai déjà pu bien évoluer. Mais je le vois aussi pour justement les gens qui ont pu rejoindre CBRE après. Ils évoluent également. Et en plus, quand on fait du consulting, souvent on commence consultant junior, ensuite on passe consultant senior, ensuite on passe voilà, chef de projet. Enfin, il y a aussi un petit peu toutes ces marches-là en termes de consulting qui peuvent être faites. Du coup, tu confirmes, il y a une question d'Aurélie Soula sur la dynamique de recrutement dans ce secteur. Tu confirmes que ça existe aujourd'hui, que c'est un secteur qui a la cote. Oui, oui, oui. Bah, c'est effectivement le développement durable. Je pense qu'il n'y a pas trop de sujets aujourd'hui. C'est vraiment un secteur voilà, qui se développe. Nous, en immobilier, aujourd'hui, c'est pas forcément le meilleur contexte pour l'immobilier. Et pourtant, on se rend compte, nous, en développement durable, qu'on manque pas pour autant de travail. On en a pas moins que l'année dernière, pas moins que l'année d'avant. Donc, même si le secteur aujourd'hui immobilier n'est pas forcément dans sa meilleure forme, nous, côté développement durable, ça ne nous impacte pas tant que ça. Et on a encore beaucoup de travail tous les jours. C'est ça, parce qu'en fait, c'est important de le dire, hein, effectivement, le secteur immobilier, il a eu un coup de froid assez important. Et moi, je pense que ce coup de froid, il est en réalité symptomatique d'une restructuration profonde du secteur. Hein, qui était un secteur qui s'est construit sur un monde carboné, sur un monde d'énergie fossile ultra disponible. Et en fait, on arrive au stade où la disponibilité des ressources contraint le secteur à se réinventer. Mais comme tu l'as très bien dit, en fait, comme il y a de plus en plus de bâtiments de construction et de rénovation, de projets bâtimentaires qui
eux, sont soumis ou souhaitent se soumettre à des normes environnementales, en fait, l'assiette de l'action environnementale dans le bâtiment s'élargit, tandis qu'effectivement, le nombre de projets de construction en France est plutôt à la baisse ces dernières années. Mais en revanche, l'assiette environnementale, elle s'élargit et donc ça se compense très largement. Une question complémentaire d'ailleurs d'Isabelle Ferry qui demande est-ce que c'est vrai aussi pour les seniors et leur profil en reconversion? Oui, et complètement, puisque du coup, on a des exemples, nous, de personnes qui se sont, reconverties, passé, même, 40 ans et qui, au final, ont rejoint l'équipe. Donc oui, oui, il y a pas de sujet, là-dessus. De toute façon, on sait très bien que, voilà, si on recrute des juniors, ils n'ont pas forcément beaucoup d'expérience non plus dans le métier. Donc quelqu'un qui va faire une reconversion, aura, tout aussi peu d'expérience, on va dire, sur le métier. Mais en soi aura le même bagage parfois scolaire, voilà, au niveau de la réorientation. Donc oui, non, c'est clairement pas un sujet. Et au contraire, ça permet de faire des équipes aussi diversifiées, aussi bien en termes justement de profil d'études et également de profil de personnes. Et c'est ce qui fait aussi qu'une équipe fonctionne bien, c'est d'avoir un peu toutes les typologies de profils. Super. Effectivement, et j'en reparlerai sur les profils de formation qu'on propose pour les profils en reconversion, il y en a. Ça nous amène à cette dernière question pour toi, Diane. En quoi est-ce que la formation de l'ISE t'a préparé à ce métier? Alors, justement, moi, j'avais pas du tout une formation bâtiment durable. C'est la première fois, justement, au sein de l'ISE que j'ai pu avoir des cours justement très concrets. Mais s'il n'y avait pas la formation bâtiment durable, on avait des cours dessus. Et vraiment un aspect très, on va dire, technique, développement durable. Puisque souvent, on a dans les formations, enfin, moi, si je reprends mon exemple, à la fac de droit, voilà, j'avais du droit de l'environnement, mais c'est tout. Or, j'avais besoin de connaître aussi tous les aspects un petit peu de l'environnement de façon plus vaste, pour me dire que j'avais envie aussi de voilà, continuer dans ce projet-là, dans ce parcours. Et ça, c'est la formation justement de l'ISE qui a pu me l'apporter en étant très exhaustive sur tous les aspects en fait de l'environnement. Et c'est pas l'environnement imbriqué dans une formation, mais c'est justement toutes les formations imbriquées dans l'environnement. Et c'est ça qui est beaucoup plus concret et qui permet ensuite d'avoir justement des connaissances assez vastes sur le sujet. Et même si je n'ai fait que mon Master 2 à l'ISE, ça m'a permis de toucher justement un petit peu à toutes ces thématiques-là. Et aujourd'hui, de voilà, pouvoir parler d'environnement de façon plus large aussi que juste ce que je connais, le droit, on va dire, de l'environnement et le bâtiment. Il y a aussi toutes les autres formations qui ont permis de voir pas mal de choses et de se dire aussi, voilà, du coup, j'ai faisais mon alternance on va dire, dans la certification du bâtiment. Ça m'a permis de voir aussi d'autres aspects et de me dire est-ce que j'ai envie de m'orienter vers un autre aspect, peut-être plus KHSE, peut-être plus énergie renouvelable spécifique. Et au final, j'ai voulu continuer dans le bâtiment durable. Mais en tout cas, c'est ce qui m'a permis de voir tous ces aspects-là. Super, super, c'est très clair et effectivement, donc comme je l'ai cité tout à l'heure, depuis, l'ISE a ouvert un parcours, dédié pour, les étudiants de master, donc qui est un master 2, immobilier, bâtiment durable et performance énergétique. C'est donc une deuxième année de master, au sein d'un titre RNCP, qui peut se faire, en alternance, en apprentissage. Cette formation, la question a été posée par Saline Daba, quels sont les prérequis? L'idée, c'est nous, ce qu'on cherche sur cette formation, c'est des profils de personnes assez diversifiés. Il n'y a pas forcément une seule formation unique à faire. Évidemment, sortir de notre M1 est une possibilité, mais on accueille aussi sur ce M2 directement beaucoup de personnes qui viennent de la géographie, de l'urbanisme, qui viennent de métiers de l'économie spatiale aussi. Ça a l'air d'être votre cas, Salim Dabar. Et donc, il n'y a pas un seul prérequis, il y a l'importance d'apporter dans cette filière des profils qui sont différents. Je disais,
Vraiment, c'est vraiment important de comprendre qu'il faut une diversité de points de vue sur le bâtiment pour pour relever les défis qui sont ceux du secteur. Donc, c'est ce qu'on recherche principalement. On recherche des personnes qui ont donc, pour entrer sur le M2, déjà un profil au moins de Master 1 dans des sujets environnementaux ou dans des sujets d'urbanisme, de géographie, qui vont avoir soit des connaissances juridiques, soit des connaissances techniques sur les sujets du bâtiment. C'est important aussi, c'est un critère discriminant très clairement pour intégrer cette formation, c'est de trouver un apprentissage ou une alternance ou le stage pour ceux qui le font en initial dans le secteur du bâtiment durable. Et ça, c'est à la fois une vraie contrainte et en même temps la condition de votre insertion future, de vous aider à vous insérer au mieux à l'issue de cette formation, c'est d'avoir déjà un pied dedans, de comprendre vraiment les enjeux. Et en même temps, il y a une vraie diversité de métiers. Diane, dans sa structure, rencontre en fait déjà une différence, enfin voilà, une diversité d'actions sur ces sujets. Il en existe d'autres encore. Et puis, chaque année, on a aussi des personnes, je le cite toujours pour continuer sur ces formations niveau master, niveau étudiant, donc pas pour les profils en reconversion, mais enfin en tout cas pas prioritairement pour les profils en reconversion. On a aussi chaque année des personnes qui sortent de nos formations RSE, de nos formations biodiversité, de nos formations QHSE et qui vont aller dans des métiers du bâtiment durable. Je pense à une personne qui est sortie en QHSE et qui a intégré un grand groupe français comme responsable du bâtiment de ce grand groupe, enfin du bâtiment au sens de toutes les surfaces bâtimentaires en fait du groupe, de gérer leur accréditation, de gérer leur normalisation, le respect du décret tertiaire, tous ces enjeux-là au sein du groupe. Donc on peut aussi à travers la QHSE, rentrer dans ces questions, notamment dans tous les secteurs industriels. Il y a toujours une question bâtimentaire dans le secteur industriel et qui n'est pas forcément déléguée à des acteurs comme des bureaux d'études. Voilà, il y a une gestion in situ de ces questions-là. En RSE, ça arrive qu'on ait des personnes qui gèrent la RSE d'un groupe, d'un organisme qui est dans le bâtiment. Donc, je pense à des personnes qui sont en RSE pour des bailleurs sociaux, en RSE pour le groupe BNP, BNP Bâtiment. Donc, tous ces enjeux-là peut être une autre manière de travailler pour le bâtiment durable, une autre manière d'aborder les choses. Pour la biodiversité, je l'évoque aussi parce que tu l'as cité, le label Biodiversity, qui est de plus en plus intéressant, que les gens regardent de plus en plus parce que la question de la biodiversité dans nos villes, dans nos constructions est très importante pour la suite. Tu as évoqué aussi la question de l'étalement urbain, donc ce qu'on appelle zéro artificialisation nette. Dont on fait d'ailleurs une conférence demain soir pour celles et ceux qui ont accès à ces conférences. Je vous la recommande. On va revenir sur cette saga du zéro artificialisation nette et comment est-ce que c'est revenu, les ajustements qui étaient nécessaires. C'est vraiment important et tu l'as dit d'ailleurs. Il faut avoir à la fois beaucoup de passion et d'engagement pour mettre en œuvre les normes qui s'appliquent et qui sont bien nécessaires à bien des secteurs et en même temps prendre en considération les réalités du terrain et les réalités qui consistent à dire que parfois on n'a pas les moyens de faire ce qu'on veut faire, mais on peut se mettre en chemin et déjà c'est beaucoup et déjà c'est important. Donc ça, c'est sur les formations niveau étudiant, enfin profil étudiant. Je cite également des formations qu'on propose pour les personnes en reconversion ou les personnes qui sont actuellement professionnelles, qui souhaitent élargir leur gamme de compétences. On a une formation qui correspond à la spécialisation qu'on fait en M2, hein, mais qui simplement va se faire en ligne avec accès à des contenus e-learning et la réalisation de travaux professionnels sur ces questions, donc bâtiment durable et performance énergétique. On a également la spécialisation biodiversité, je la cite parce que dans une des questions qui m'était posée, il y avait ces deux enjeux qui étaient liés et notre spécialisation biodiversité, elle est profondément liée à la question du bâti
puisque c'est une spécialisation sur le respect des contraintes juridiques dans l'aménagement et la construction, hein, et notamment ce qu'on appelle la séquence ERC, éviter, réduire, compenser, mais aussi les labellisations de la construction en matière de protection de la biodiversité. Donc, je pense que c'est vraiment une formation qui peut être pertinente. Et puis, ces formations qui sont des formations courtes, qui durent 3 mois à distance, elles peuvent venir compléter une formation plus longue de reconversion, si vous le souhaitez, une formation de reconversion. Et on a eu chaque année dans nos parcours de reconversion donc des profils qu'on appelle exécutives, de personnes qui viennent, qui ont en moyenne la quarantaine, une quinzaine d'années d'expérience professionnelle. Et on a toujours chaque année des profils qui sont vers le bâtiment et qui éventuellement complètent la formation avec ces blocs optionnels sur le bâtiment, sur la biodiversité. Donc, et ce sont des formations qui sont prises en charge par tous les moyens de financement de la formation professionnelle, le CPF, France Travail, les périodes de transition pro, tout ça est possible. Si vous avez des questions plus précises par rapport à votre parcours, votre profil, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse candidat de l'ISE, donc candidat au pluriel @institut-environnement.org. Et on pourra vous répondre et vous accompagner surtout dans des profils, voilà, dans le parcours qui doit être le vôtre. On me demande comment s'inscrire à la conférence ZAN. C'est via Datalumni, puisque vous me citez Rise Up, donc ça veut dire que vous devez être chez nous apprenante, Noémie. Donc via Datalumni, si vous n'avez pas accès à Datalumni, vous pouvez le solliciter auprès de votre campus ou directement vous connecter sur ise.datalumni.com. Je vous donne l'adresse en réponse à votre question. Et là, vous pouvez vous créer un profil sur cette plateforme où vous pouvez retrouver d'ailleurs des anciens qui éventuellement acceptent d'être mentors et de vous accompagner ou de répondre à vos questions tout, très librement. Donc, je vous invite à vraiment le faire, à suivre aussi cette plateforme. C'est aussi un moyen qu'on a d'accompagner nos apprenants et nos diplômés. Diane, est-ce que tu as d'autres choses que tu souhaiterais ajouter par rapport à tout ça? Rien de... Non, 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 je pense qu'on a fait le tour. Enfin, moi, j'ai fait le tour. Eh bien, merci beaucoup. C'est encore une fois un métier passionnant, complexe, divers, un métier sur lequel à l'ISE, nous, on est convaincus qu'il y a beaucoup de besoins et on pense qu'on a besoin d'avoir plus de gens qui candidatent et qui viennent nous rejoindre sur la formation immobilier, bâtiment durable, performance énergétique, parce que clairement, c'est pas le travail qui va manquer dans les années à venir sur ces questions. Il faut qu'on apprenne à faire le bâtiment différemment. Et donc, on a besoin de tous ces regards. Donc, venez, rejoignez-nous et puis surtout, venez nous poser vos questions si vous en avez pour la suite. Et pour ceux qui sont apprenants chez nous, je vous souhaite une bonne suite d'année sur ces sujets peut-être que vous voyez. Merci encore Diane et merci à vous tous et toutes d'avoir été présents pendant cet échange et à bientôt pour d'autres rendez-vous sur ces questions. Au revoir. Merci, au revoir. Alors, je suis désolé, je vois seulement maintenant qu'il y avait des questions. Luther Mbongo, vous êtes là, vous aviez peut-être une question, je suis désolé, je vois à l'oral seulement maintenant. Non, c'est parti.